Et vous aurez une séquence de questions-réponses juste après le deuxième retour d'expérience. Tout de suite, j'appelle Jérôme de Crozet, architecte associé de Célas Roland et Associés. Et vous allez nous présenter un projet qui est BBCA Excellence. Bonjour à tous. Vous avez 20 minutes. Très bien. Donc vous m'entendez, a priori? Très bien. Voilà. Donc Jérôme de Crozet, architecte associé, Roland Associé. Je vais vous présenter un projet. Je vais commencer par vous présenter le projet assez rapidement, de façon à ce que vous ayez la compréhension de ce dont on va parler et ce que je vais vous montrer. Donc c'est un projet qui a été commencé en 2016, donc il y a déjà quelques années, et qui a été livré au mois de juillet 2021, donc qui a connu une genèse assez longue d'une certaine façon. C'est un projet qui est situé à Angers. Le terrain, non, alors c'est pas ça. Voilà, le terrain est ici. Vous avez ici le plan d'Angers. Donc c'est un projet qui est situé au sud de la gare d'Angers, dans un quartier qui a été bombardé dans les années 50, qui était un quartier à vocation industrielle, assez légère, et pour lequel il y a un projet d'urbanisme qui a été dessiné, qui est un projet dessiné par Nicolas Michelin, et qui s'inscrit du coup à proximité immédiate donc, du pôle, bien sûr, de la gare et du centre-ville, qui n'est pas loin, mais qui s'accroche aussi sur un quartier résidentiel. Et donc ce projet urbain, dont on a le plan masse ici avec le site dont je vais vous parler et le projet dont vous parlez, ce projet s'accroche sur un quartier résidentiel des années 50. Donc il y a cette dimension résidentielle, mais il s'accroche aussi sur le faisceau des voies ferrées qui traverse Angers, qui va donc à gauche vers Nantes, à droite vers Paris, donc sur lequel il y a une activité, en tout cas un trafic assez important. Et le projet urbain offre un double visage. C'est pas un projet urbain uniquement d'activité et un projet tertiaire, c'est un projet urbain dans lequel est développé sur chacun des îlots une mixité d'usages. Une mixité avec des projets tertiaires qui, dans le cadre de ce projet, dominent, en tout cas, sont en balcon sur les voies ferrées, et des projets résidentiels qui, eux, viennent en couture avec les projets, en tout cas le quartier adjacent et le quartier résidentiel, de façon à apporter cette mixité. À cela s'ajoute un certain nombre de locaux commerciaux. Donc il y a une mixité globale dans le projet. Le site dont on parle et dont je vous parle est ici. Il est vraiment situé au cœur de la ZAC parce que le périmètre, grosso modo, le périmètre de la ZAC est ici. Voilà. Donc le site dont on parle est au cœur de la ZAC, sur un boulevard, le boulevard Yvonne Poirel, qui est le boulevard principal, en balcon sur un parc qui est l'élément public et l'espace public structurant de ce quartier. Et il s'accroche sur les parties arrière, donc dans un quartier résidentiel avec des immeubles construits des années 50, donc des maisons de ville, des petits collectifs, donc des échelles très différentes. Qui, vous allez voir, c'est un projet qui est vraiment sur mesure dans son intégration dans le quartier. L'îlot complet fait environ 4500 m², 90 mètres par 45 mètres, et l'implantation du projet se fait sur la périphérie complète de l'îlot, c'est-à-dire que le projet occupe la totalité de l'îlot. C'est un projet vraiment qui s'intègre dans un tissu urbain qu'il vient compléter. C'est pas un projet d'une certaine façon périurbain, comme c'est l'antithèse de façon urbaine de ce que l'on vient de voir et ce qui a été présenté auparavant. Donc voilà, je vais passer la suivante. Voilà, ici vous avez le plan masse, donc je voudrais parler de notre maîtrise d'ouvrage et du programme. Le maître d'ouvrage, c'est Podelia, donc c'est un bailleur social, et le programme, c'est le siège social de Podelia, environ 6500 m² de surface de plancher, et un programme de 70 logements répartis en trois parties, de l'accession libre, de l'accession sociale et du locatif social. Je précise que nous sommes, les architectes, nous sommes architectes mandataires du projet et en charge du projet tertiaire, et nous étions associés avec Vier et Associés, qui étaient en charge de la partie des logements. Je vais vous proposer d'avancer un petit peu, de vous rapprocher de la table pour qu'on vous voit. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc, dans la commande, il y avait trois grands sujets. Le premier sujet,
il est lié à la vision urbaine. C'est Nicolas Michelin qui est urbaniste, et il avait la volonté, qui était une volonté réellement partagée, de définir une écriture architecturale à l'échelle de la ZAC pour la partie tertiaire ou la partie logement, qui apporte non pas une forme d'uniformité, mais en tout cas il y a une forme d'homogénéité dans les réponses architecturales, et il y a un lien de parenté fort entre les ouvrages qui ont été construits, avec l'idée sous-jacente de dire que l'architecture se met au service d'un quartier dont elle va définir l'esprit, et ce n'est pas chaque bâtiment qui, par le geste architectural propre à chacun des architectes, qui va créer une juxtaposition d'immeubles qui n'entretiendraient pas forcément de rapport évident entre eux, si ce n'est une forme de concurrence, parfois que l'on dans le geste que l'on retrouve dans les actes. Premier sujet. Deuxième sujet, maître d'ouvrage construit son siège social, mais la volonté du maître d'ouvrage, ce n'est pas d'avoir, un projet dont la vitrine serait uniquement le siège social, et donc il nous a demandé, dans la forme urbaine, de trouver une forme de mixité entre ce qui relève de la partie logement, de ce qui relève de la partie tertiaire. Et vous allez voir, dans la réponse et dans le principe d'implantation, c'est quelque chose d'assez important. Et troisième sujet, que je vais développer un peu plus, au moment de la consultation, le maître d'ouvrage avait répondu à un appel à projet de l'ADEME, et il y avait donc la volonté d'avoir un bâtiment qui ait une labellisation BBCA. Donc c'était en 2016, on ne savait pas trop ce que c'était, mais ça a néanmoins sous-tendu toute la conception, parce que le bâtiment, enfin la labellisation BBCA, donc c'est bâtiment bas carbone, induisait un emploi, je dirais, massif du bois. Et donc on va voir la façon dont on a utilisé le bois. Alors, en ce qui concerne le principe d'implantation, ce que je disais, c'est que le bâtiment est implanté sur un boulevard face à un espace public, et donc la volonté, les premières approches, on avait un immeuble tertiaire, je fais vite, mais on avait un immeuble tertiaire qui occupait la partie, on va dire, la plus noble sur l'espace public et en balcon sur cet espace public, et la partie des logements sur la partie arrière, elle s'accrochait sur le contexte, sur l'environnement qui est plutôt résidentiel. On a du coup inversé, et on n'est pas parti sur ce principe, mais il y a donc une équerre ici tertiaire qui a un gabarit un peu dégressif et qui vient s'accrocher sur un quartier résidentiel, et on a une équerre de logement ici qui vient ici s'accrocher sur un espace public et que l'on retrouve dans la forme et dans l'architecture du projet, comme vous allez le voir. Voilà, donc on retrouve ici les deux composantes, tertiaire, logement, avec trois projets différents, articulés autour d'un espace central commun, vert, assez généreux, mais qui occupe le centre, tandis que toute la périphérie de l'îlot, et ça je passais, voilà. Donc on retrouve... Il vous reste 10 minutes, autant dire que vous avez fait la moitié du chemin. Donc je vais aller très vite, on retrouve cette composition à l'équerre, et je vais passer celle-ci, voilà. Donc on retrouve ici, la façade principale sur l'espace public, et on voit donc sur la partie gauche la partie tertiaire, sur la partie droite la partie de logement, mais dans la réponse architecturale, dans la composition symétrique qui a été vue avec et longuement discutée avec Nicolas Michelin, on retrouve cette composition. Donc maintenant, je vais passer sur le bois, parce que à partir du moment où on nous a dit que ce projet était un bâtiment BBCA, ça induisait donc une utilisation massive du bois. Dans notre agence, ce n'est pas un matériau qu'on utilisait très régulièrement, et on n'a jamais beaucoup utilisé le bois en vêture de façade, on n'a jamais beaucoup utilisé le bois au travers de murs manteaux qui peuvent constituer les façades, et souvent les bâtiments mixtes proposent une structure en béton, poteau, plancher béton, avec des murs manteaux qui viennent habiller, des murs manteaux constitués d'ossature bois. Bon, moi je n'étais pas très séduit, mais peu importe, et on a essayé de réfléchir d'une autre façon, et on a fait l'inverse. On a clairement fait l'inverse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les bâtiments tertiaires sont souvent déplafonnés, donc on montre le plafond. Donc on a souhaité utiliser le bois comme un matériau noble, un matériau qui se voit, et donc l'enveloppe du bâtiment, bon, bien sûr son infrastructure, son rez-de-chaussée, le plancher haut du rez-de-chaussée et ses façades sont en béton, et l'ensemble des éléments intérieurs sont constitués de planchers en CLT et d'éléments porteurs
en bois, que l'on verra ensuite. Mais du coup, on a fait un petit peu l'inverse de ce que l'on retrouve souvent. Et qui, d'une certaine façon, renvoie à une méthode traditionnelle de la construction, à l'architecture vernaculaire, où lorsque l'on construisait souvent avec les pierres que l'on avait sur place, et on faisait les façades et le volume du bâtiment, et ensuite on construisait à l'intérieur beaucoup en bois, avec les planchers, les solivages, les charpentes, etc. Donc d'une certaine façon, ce qui est à l'extérieur, ce qui est soumis à l'agressivité ou en tout cas aux intempéries, qu'elles soient en termes de chaleur, en termes de pluie, d'humidité, etc., et donc pérenne et solide et en béton, et ce qui est à l'intérieur et qui d'une certaine façon demain on peut imaginer qu'il y ait une forme de réversibilité, qu'on change les usages, qu'on crée des trémies, et pour le coup en bois, avec des poteaux bois et des planchers en bois. Donc c'est une démarche un petit peu différente. J'en reviens à ce que tu disais, Laurent, tout à l'heure dans la pierre. Moi, je pense que c'est l'intelligence, enfin, c'est le bon matériau au bon endroit et le bon usage du bon matériau. Alors, dans le cas de ce projet, on a aussi souhaité travailler sur la notion de circuit court. Et donc, on a réussi à faire en sorte que ces planchers, qui sont des planchers CLT, soient fabriqués par Pifto, en tout cas dans l'usine de Pifto, qui est aux Herbiers. Donc, c'est une scierie qui s'approvisionne à 3 heures autour de rayons d'action autour des herbiers. Et donc, il y a une grande partie des bois qui constituent ce projet, qui viennent de Touraine, de Sologne, du Maine-et-Loire, où il y a des massifs forestiers qui sont importants. Donc, il y a vraiment cette idée de privilégier les circuits courts. L'extérieur aussi, on le verra juste après, mais l'extérieur, il y a un revêtement en briques et c'est la même chose. On a travaillé avec les Rairies Montrieux qui sont à Durtal, donc c'est à 30 km d'Angers. Vous avez des fours du 18e, ça fait 2 siècles qu'on y fait alors autrefois des carreaux de terre cuite, aujourd'hui on y fait de la brique, mais du coup il y avait un sens dans l'idée d'utiliser les bons matériaux pour le bon usage. Alors on voit ici la façon dont les choses sont mises en œuvre. Donc les plateaux quand ils sont nus, donc les façades en béton, les poteaux. Alors là, ils sont habillés parce que en tout cas, ils sont protégés pendant la phase de chantier. On les a juste protégés de façon à éviter les infiltrations, les remontées d'eau et d'humidité. Donc, on retrouve le principe des poteaux, des poutres, de poutraison. Il y a le long des façades des muralières et puis ensuite les planchers qui portent de façade jusqu'à cette file de poteaux et dont les épaisseurs varient selon les portées, bien sûr, et s'adaptent aux portées. Les assemblages ici que l'on retrouve, donc il y a des assemblages mécaniques qui nécessitent en tout cas une synthèse en conception qui est assez délicate et en tout cas qui doit être précise. Mais c'est quelque chose qui se fait assez simplement. De la même façon, les réservations, on ne peut pas faire de carottage dans les planchers pendant la phase chantier, donc ça nécessite une mise au point extrêmement fine. Dans le cadre de ce projet, ça a été fait dans le cadre d'un macrolot. Il y avait une entreprise, BBGO, qui était titulaire du macrolot clos couvert, et donc la synthèse était un peu plus aisée, et je pense que c'est quand même une des conditions, enfin après on peut toujours y arriver en lot séparé évidemment, mais c'est aussi une des conditions pour permettre un travail satisfaisant et une qualité d'exécution à la hauteur de ce que l'on attendait. Cette photo, elle a un intérêt parce que le bois, en fait, il est visible aussi depuis l'extérieur aujourd'hui. Le soir, quand on passe dans les rues, les bureaux sont déplafonnés, donc la lumière s'allume et on voit donc la présence du bois et c'est ce qui fait l'esprit du lieu tout simplement et l'esprit de cet ouvrage. Il vous reste 5 minutes. Oui. En termes de mise en œuvre, ce que je disais à l'instant, c'est finalement assez simple. Ça permet un chantier qui est relativement propre d'une certaine façon. Les planchers arrivaient donc évidemment par camion, étaient montés dans les étages. Donc les poteaux bois, les muralières étaient fixés et puis ensuite les compagnons fixaient plancher par plancher, on le voit ici. Donc ça nécessite on ne recoupe pas les planchers, on n'y touche pas quand ils arrivent. Donc ça nécessite quand même, en termes de qualité d'exécution et de précision d'exécution, un grand soin de la part de l'entreprise. Ça nécessite aussi, en termes de cadencement des opérations, une vision à long terme, dans la mesure où les planchers qui arrivent
qui arrivent là doivent être commandés 8 ou 9 ou 10 semaines avant leur pose. Donc il faut savoir avant la pose exactement là où on en est en termes de grosses œuvres, etc. Donc en termes de cadencement d'avancement, il y a un travail un peu fin. Et donc le bâtiment avance de la façon suivante. Une fois que le plancher est posé, on remonte les façades, on remet les muralières, on remet les poteaux et ainsi de suite. Et donc là, en termes de vitesse d'exécution, c'est quelque chose d'assez intéressant. Le projet aujourd'hui tel qu'il est, bon, ça c'est une photo, il vient d'être livré. Donc on retrouve bien évidemment la silhouette que j'évoquais tout à l'heure avec le fait que l'on ait un bâtiment tertiaire côté gauche et un bâtiment logement qui, d'une certaine façon, ont la même image. Alors, c'était la volonté, c'est-à-dire que ce projet tertiaire ne soit pas un archétype de ce que doit être ou de ce qu'est souvent un bâtiment tertiaire avec ses murs rideaux, avec ses grandes façades vitrées, mais au contraire qu'il exprime une architecture qui pourrait être finalement ou du logement ou de l'activité ou toute autre chose. Et il y a aussi cette notion, en tout cas cette idée de la réversibilité. Demain, qu'est-ce qui nous empêcherait d'agrandir les bureaux aussi, ou qu'est-ce qui nous empêcherait, d'une certaine façon, de faire des logements dans cette partie-là? Il y a une subtilité, c'est-à-dire que ce serait plus facile de transformer les logements en bureaux parce que les hauteurs de plancher sont plus importantes, et quand on regarde bien, il y a un étage de plus dans la partie logement par rapport à la partie que vous avez à gauche. Mais la modénature et le dessin de la façade et d'une certaine façon sa symétrie vient contrebalancer et faire disparaître le fait que le bâtiment à droite comporte un étage de plus que la partie à gauche. Voilà, donc quelques photos du bâtiment. Donc là, on voit le revêtement brique. Ça, c'est une photo du cœur d'îlot qui, lui, est paysager. Photo des façades dans la rue où, pareil, les rues de côté, la volonté, c'était de ne pas dessiner un grand vaisseau tertiaire qui ferait 90 mètres de long et qui viendrait embrasser toute la rue dans un grand mouvement et dans un grand geste, mais au contraire de séquencer la lecture de l'architecture avec l'idée de dire que demain, ça pourrait être 1, 2, 3, 4 bâtiments différents. Et donc, il y a eu un travail sur les ouvertures, les fenêtres. On est dans une façade sud, il y a des encadrements métalliques qui viennent masquer et protéger les protections BSO que l'on retrouve sur cette façade, parce que cette façade est exposée naturellement. Donc voilà un petit peu le projet, le résultat aujourd'hui. Donc les bureaux, l'intérieur est extrêmement sobre, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de gestes forcés. Ce qui fait le bureau, c'est juste le plancher bois, qui a une finition au feu, enfin une espèce de vernis qui est un traitement contre le feu, une baffle acoustique dans la partie centrale, dans laquelle on retrouve bien sûr l'acoustique, l'éclairage et une poutre climatique qui permettent de faire le chaud et le froid, et il n'y a rien d'autre. Donc, voilà. En tout cas, c'est vraiment un matériau noble que l'on montre. Et dans ce projet, on a, en tout cas nous, dans cette démarche de labellisation BBCA, on a découvert, en tout cas ça nous a fait beaucoup cheminer sur la façon de construire et la façon d'utiliser, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui on est en train de faire un bâtiment en pierre, en R+, en 9 étages, en pierre massive à Paris, et on en revient à ça, c'est-à-dire utiliser le bon matériau pour le bon usage, avec la bonne provenance. Et c'est pas un geste forcé, c'est tout le contraire, quoi. C'est essayer de mettre un peu d'intelligence dans la façon d'assembler les choses entre elles. Voilà, donc j'ai fini, puisque je crois que sinon je vais dépasser. Voilà. Vous voulez dire quelques Non, j'ai mis ça. Ce que l'on peut dire, c'est voilà, il y a le bâtiment, il est labellisé niveau excellence BBCA. Il y a 844 mètres cubes de bois, il y a 4000 mètres carrés de plancher CLT. Voilà, donc ça commence à faire des surfaces de plancher en bois assez importantes. Voilà. Merci beaucoup. On va démarrer. Et je crois que j'ai déjà une première question ici. On va démarrer une série de questions-réponses et je vais demander à Peggy Lebihan et Delphine Ouvrard de nous rejoindre sur scène. Donc, indifféremment, vous pouvez poser des questions sur les deux projets qu'on a examinés dans cette